Bonjour à tous. On s'excuse par avance s'il y a quelques alarmes qui se déclenchent. Voilà, c'était pas fait exprès. On est en pleine fin de distillation de whisky et du coup, il y a quelques petits bruits bizarres qui risquent de se déclencher au fil de la masterclass. Merci à tous. Moi, je m'appelle Antoine Gravouille. Je suis le dirigeant de la Bordeaux Distilling Company, qui est une distillerie urbaine installée sur Bordeaux depuis début 2018. Et je vous présente donc Frédéric. Salut. Qui est notre master distiller, qui nous a rejoint de la distillerie de Paris en janvier 2018 également, pour piloter l'installation de la distillerie, le développement produit, depuis maintenant 2 ans et demi. Avant d'attaquer sur, on va dire, des parties un peu plus techniques, on va se présenter un petit peu rapidement, de savoir d'où on vient et le but du projet. Moi, j'ai commencé dans le milieu des spiritueux sur le tard. Je viens pas de ce milieu à la base. J'ai commencé en 2015, lancement d'une première marque de vodka qui s'appelle Sauvel, qui est pour l'instant produite à Cognac, mais qui sera rapatriée sur Bordeaux incessamment sous peu. Et donc, j'ai découvert ce milieu assez passionnant, assez différent de ce que je pouvais en imaginer vu de l'extérieur. C'est finalement voilà, un secteur très particulier et passionnant, tout du moins. Mais assez vite, je me suis rendu compte avec mes associés que on voulait, on va dire, avoir la main de manière plus pérenne sur un outil de production assez puissant. Et donc, mi-2017, fin 2017, on a commencé à développer l'idée de construire une distillerie dans Bordeaux, un petit peu calquée sur le modèle des distilleries, on va dire, anglo-saxonnes, assez urbaines, donc proches du centre-ville, pour avoir une vraie interaction avec la clientèle, mais également réunir au sein d'un même lieu, on va dire, la production, le développement produit, l'embouteillage, le stockage, l'accueil du public. Donc faire d'un seul lieu un endroit où voilà, on maîtrise tout de A à Z, la chaîne de production, en partant au maximum de la matière première. Donc cette idée, qui était une idée, on va dire, pas révolutionnaire, a été implémentée, on va dire, fin 2017, date à laquelle Fred nous a rejoint. J'ai réussi à le faire venir de son Paris pluvieux pour s'installer dans le sud-ouest. Et en fait, ce qui devait durer 6-8 mois d'installation, s'est finalement transformé en 2 ans de longs et laborieux travaux d'installation. Et donc, on a dû faire beaucoup de choses pour être aux normes et pour s'installer. C'est vrai que l'installation d'une distillerie, notamment dans des zones urbaines, c'est vraiment un parcours du combattant. Et voilà, on a mis beaucoup de temps à s'installer, mais maintenant, on est prêt. On est prêt depuis quelques mois déjà, mais on va dire que l'activité de distillation avec les bébés derrière a véritablement commencé fin 2019. Voilà. Donc après quasiment 1 an, 3/4 de travaux et de mise aux normes. Et donc maintenant, on distille maintenant de manière plus que régulière, on va dire, et avec un lien entre des produits qu'on développe en ce moment. On a pas mal de choses dans les tuyaux aussi qui devraient sortir d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est toujours intéressant d'allier production et recherche et développement. Ça, c'est plutôt pour la partie de Fred, on va dire. Donc voilà, le projet maintenant, alors on est un petit peu coupé dans le traîneau avec ce qui se passe en ce moment, mais le projet bat son plein. On est opérationnel depuis 6 mois maintenant. Et on est prêt à accueillir nos premiers visiteurs et le public dès que le confinement et dès que les normes de sécurité sanitaire sont levées. Comme je le disais, l'idée, c'est vraiment de repartir de la matière première brute au maximum et de travailler en toute transparence. Je vais laisser un petit peu la parole à Fred qui va nous expliquer un petit peu plus en avant qu'est-ce qu'on recherche à faire avec cette distillerie en fait. Bonjour à tous déjà, merci d'être sur ce live. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas, mais a priori tout est ok. Alors moi je viens, juste petit background, je viens de la communication à la base.
J'ai travaillé pendant 5 ans en agence de com. Je travaillais notamment pour pas mal de marques d'alcool. Mais à côté de ça, j'étais passionné par l'univers du cocktail et j'ai fait le switch en fin 2014, début 2015, dans le milieu du bar, plus précisément, avant de réaliser que j'adorais. Ce qui me plaisait le plus dans le bar, c'était tout le back-office, toutes les preps, tout le pré-batch, tout ça. Et, pas les clients, donc. Non, pas les clients, voilà. Et du coup, petit à petit, j'en suis arrivé à, plutôt que de mixer des spiritueux ou faire des sirops et des liqueurs chez moi ou dans un bar, de les faire dans le cadre d'une distillerie. Et du coup, j'ai eu la chance de rejoindre... voilà. J'ai eu la chance de rejoindre, du coup, en 2015, 2015, Distillerie de Paris, où j'ai passé 2 ans, où j'ai appris un peu sur le tas avec Nicolas Julès. Et au final, pendant 2 ans, j'ai géré la production de toutes sortes de produits. Et voilà, avant de du coup, bouger sur Bordeaux et voler de mes propres ailes. Voilà. Donc sur ce projet où là, on partait vraiment de zéro, from scratch, et où il a fallu tout bâtir, voilà, en partant d'un hangar vide jusqu'à arriver à une distillerie opérationnelle. Voilà. Du coup là, c'est un peu calmé. Qu'est-ce que je peux aborder? Mais là, tant qu'on est dedans, on vient de distiller du rail, donc puisque un des piliers, je dirais, du projet, c'est évidemment de faire du whisky français, et le parti pris est notamment de faire du whisky de seigle. Voilà, il y a beaucoup de whisky de Malte qui se font en France, et nous, on a plutôt ce penchant cocktail que je vous expliquais plus tôt. On adore les Manhattan, les choses comme ça. Et quand il a fallu faire du whisky, on s'est dit, on va faire du seigle tant qu'à faire. Donc là, on vient de distiller du seigle, ce qui peut m'amener à vous parler simplement de l'alambic qu'on a derrière, donc qui a été fait sur mesure, du coup, dans l'idée du projet. L'idée, c'était de faire du whisky, mais de pouvoir faire aussi du gin, de pouvoir faire du rhum, de pouvoir, en gros, faire à peu près tout, sauf... à peu près tout en fait. Il y a juste, on peut pas distiller, mettons, de l'alcool neutre, ça on peut pas le faire. Mais tout le reste, il y a aucun souci. Et je vais peut-être vous faire un petit tour du truc. Hop là. Voilà. Bon, désolé si ça saccade un peu, mais voilà. Du coup, on vient de distiller du whisky. On est parti du seigle. Donc là, vous voyez, ça plutôt pas mal. Et c'est pour ça que c'est un peu le bordel ici. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien, en fait. Mais je vais peut-être bouger avec le micro. Alors, je sais pas, ça va peut-être mieux là. Mais du coup, ce que j'expliquais, c'est du coup, on vient de faire du rail. Ça mousse pas mal parce qu'on a aussi le parti pris de faire un peu comme des bourrins, comme aux États-Unis. C'est distillé avec le grain, avec les céréales. Donc, il n'y a pas de filtration. Et du coup, ça mousse plutôt pas mal. Ce qui fait ce dépôt, mais il n'y a pas de souci après pour le nettoyer. Voilà, donc voilà, on a du coup un pot, et avec tout ça, on a ce que vous avez à côté. Donc là, au milieu, je vais y arriver. On a une colonne, donc là, c'est ce qu'on a utilisé aujourd'hui pour faire le rail. Mais quand on veut faire du gin, on va utiliser cette partie-là, qui est un panier botanique qui va nous permettre d'infuser des herbes, des épices. Donc les vapeurs d'alcool vont le traverser, et dernière étape, on a le condenseur qui est juste là, voilà, qui va nous permettre de refroidir les vapeurs. Mais voilà, l'idée en gros, c'est que l'alambic est très versatile. En fait, le petit domino que vous voyez juste là, hop, je vais y arriver, nous permet en fait de sélectionner le circuit qu'on va emprunter dans l'alambic. À savoir qu'on peut utiliser la colonne, on peut utiliser le panier botanique seul,
On peut utiliser juste le pot. On pourrait faire du whisky comme le font les Écossais ou même du rhum comme feraient des Jamaïcains en pot still tout simplement. À savoir utiliser que le pot et aller directement dans le condenseur derrière. Voilà. Mais si on fait du gin, on va utiliser le panier botanique. Si on fait du rhum en une seule passe, on va utiliser la colonne. Idem pour le whisky. Mais on pourrait le faire en plusieurs passes en utilisant que le pot. Et puis on a même la possibilité d'utiliser et le panier botanique et la colonne dans un sens comme dans l'autre, ce qui nous permet vraiment d'être très très créatif et de finalement ne pas avoir de limite dans le développement du projet. Voilà. Quelqu'un qui a commenté, ouais. Benjamin Nolf, vous voyez les questions en fait quand je les affiche? Ouais. Bon, j'avoue là j'étais je vais vous la rafficher. J'étais en plein dans mon truc. Ouais. Alors je sais pas dans quel sens t'entends ça, mais alors moi je laisse Dissuade Paris comme un laboratoire vraiment. On y développe des recettes. Nicolas Julès, il y développe des recettes quasi quotidiennement. Dès qu'il trouve un nouveau produit, quelque chose de nouveau à Rungis qui l'inspire, il va tester. Ici, je dirais, on va être moins créatif, clairement, et enfin, moi, mon idée, c'est plus de rationaliser et de focus sur du gin, du rye, quelque chose un peu plus funky, je dirais. On va faire du rhum aussi, mais voilà, il n'y a pas autant de développement qu'à Distillet de Paris, clairement, où là vous avez des dizaines de gins, vous avez distillé du malt, du rye, de l'agave, de l'érable, enfin voilà. L'alambic, c'est un Karl, donc c'est le concurrent de Holstein. C'est allemand, voilà. Niveau design, c'est assez similaire, mais en ayant bossé sur les deux, il y a quand même quelques bonnes grosses différences. Alors, ouais, le condenseur est bien. Ah, le condenseur, c'est bien. À gauche. Hop là. C'est à gauche. Ouais. À gauche. Ouais, désolé, je crois qu'on est en miroir, nous, du coup, pas très facile. Mais du coup, ouais, le condenseur, c'est ce qui est juste là. Voilà. Donc, dans l'ordre, on fait pot, botanique trait, colonne et condenseur. Donc, quoi qu'on fasse, ça va finir dans le condenseur où les vapeurs vont être remises à l'état liquide et on les récupère à ce moment-là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de cet ordre, mais voilà. Donc voilà, en gros, mais vraiment le projet, c'est de pouvoir développer à peu près tous les produits possibles et pas de se fixer de limites, mais toujours quand même avoir derrière cette idée, c'est quand même développer le whisky de seigle. Ouais, je pense que au niveau taille et versatilité par rapport à ce que faisait Fred avant, c'est finalement le compromis le plus cohérent pour allier aussi bien le développement de produits. On peut switcher une journée gin, le demain whisky et troisième rhum si besoin, mais tout en étant cohérent aussi avec les volumes en jeu pour la partie commerciale. Donc c'est un petit peu arriver à mélanger un alambic où on peut être très versatile sur les produits, mais aussi également pouvoir lancer la production et commencer à faire des volumes assez sympas, manipulés par une seule personne, parce que pour l'instant, Fred est tout seul. C'est vrai qu'au-delà de 700-800 litres tout seul, ça devient un petit peu compliqué au niveau opérationnel. Donc là, c'était un petit peu la taille limite, et ça nous correspondait aussi bien au niveau investissement et au niveau taille de marché. Donc voilà, on est à la limite du développement constant, mais aussi production quand même assez décente, puisque par jour, on peut faire... je ne sais pas si on devait faire une journée de gin, on ferait quoi, 700-800 litres 800 litres Non, alors moi, je compte... En LAP alors, je compterais 500 bouteilles de gin par jour. Ouais. Et par contre, pour remplir un fût de 200 litres sur du whisky, ça nous prendra bien 2 jours et demi, je dirais. Donc là, si on compare toujours avec Dissuade de Paris, là-bas, il y a un 400 litres. Là, ce que je voulais, moi, c'est quelque chose de le plus grand possible, mais qui reste à taille humaine.
Donc nous, on est sur du 750 litres de charge. Mais voilà, si on part sur du gin, ça commence à faire quand même des volumes, parce que si on fait 500 bouteilles par jour, je vous laisse faire les comptes, mais faut les vendre quand même. Et sur du whisky, c'est un peu plus compliqué. Les rendements sont bien moindres. Hein. On va faire, je vous dis on va dire un fût tous les 2 jours si on bosse bien. Et puis il y a le vieillissement. Enfin bref, du coup, va falloir cravacher pour remplir des fûts. Néanmoins, si on opte sur des vieillissements, sur des plus petits fûts de 55 litres par exemple, des choses un peu plus pragmatiques comme ça c'est un alambic qui nous permet de le faire tout en étant en équipe réduite finalement. Voilà. Et pour répondre à la question d'Arnaud, oui, du coup on est allé en Allemagne, on est allé voir le fabricant. Et on lui a dit ce qu'on souhaitait faire, ce qu'on voulait faire. Moi, je sais que j'avais cette idée d'avoir une colonne avec 6 plateaux notamment, qu'il me fallait un panier botanique aussi pour développer les gins. Et à partir de là, on a eu des échanges sur combien de cuves on allait mettre derrière moi pour réceptionner les différents distillats. Et sachant qu'on veut faire du fermentaire, du gin, on a opté pour 4 cuves, ce qui nous permet de séparer, mettons, toute la prod de cœur de gin avec celle de tout ce qui est whisky et rhum, et d'avoir des cuves derrière. Donc là, on les voit pas, mais derrière, il y a 2 autres cuves qui nous permettent de réceptionner les têtes et queues des différentes productions. Voilà, donc clairement, c'est du sur-mesure. Après, en toute transparence, ça reste assez normé. Vous avez différentes tailles de pots, les colonnes, évidemment, si on voulait 18 plateaux sur la colonne, c'est possible. Si on veut, je sais pas, si on voulait 3 paniers botaniques, on peut le faire, mais voilà, ça reste quand même des modules, c'est pas non plus, on réinvente pas la roue. Hein, mais par contre, c'est vrai qu'il y a tout un élément, par contre, où c'était un petit peu pas très avancé, mais effectivement, comme l'a dit Fred, il y a des tailles standards, plus ou moins, on va dire. Là, le gros point d'interrogation, c'est surtout l'installation qu'il y a autour, parce que toute la partie énergétique, la partie vapeur, la partie alimentation en eau, tout ça, pour le coup, c'est à designer en même temps que l'alambic. Et ça, c'est pour le coup une partie qui prend beaucoup de temps. Qui est même pour un distillateur chef qui est pas forcément évidente. Et là, du coup, on fait intervenir d'autres corps de métier qui sont un peu dans l'ombre. Hein. Quand on voit une distillerie finie, on pense qu'il y a que l'alambic. En fait, derrière, il y a une montagne d'autres corps de métier qui interviennent pour l'électronique, l'électricité, énormément de choses qui sont à rajouter forcément au budget, mais aussi à la réflexion de manière générale sur ce qu'on cherche, quoi. C'est-à-dire que si demain vous avez votre alambic rêvé, mais que vous n'êtes pas capable de l'alimenter correctement, faut pas aller plus loin. Alors en gros, là c'est la partie jolie de la distillerie, mais en réalité le vrai cœur de l'unité de prod, c'est les chaudières, et vous avez toute la puissance électrique, toute l'installation électrique qui a été calibrée en fait sur les chaudières. L'alambic vient finalement se greffer à tout ça, mais si vous n'avez pas la puissance électrique en amont pour le faire, ça pose souci. Et après, il y a tout le câblage et tout. Il y a tout le. Il y a 2 ans de travaux. Ouais, voilà. C'est des chaudières vapeur. Il y a toute la tuyauterie vapeur. C'est les parties un peu moins sexy, mais auxquelles on pense pas, parce que donc là. Ce qu'on voit ici, c'est chauffé à la vapeur au bain-marie. Donc vous avez la vapeur qui arrive par là, hop, qui descend, qui va chauffer tout ça uniformément. C'est aussi pour ça qu'on peut se permettre de faire du whisky avec le grain dedans, parce qu'on a un mélangeur, parce qu'on n'est pas mettons comme un cognac à la flamme nue et tout qui pourrait cramer le fond. Mais voilà. Donc, du coup, c'est très modulable. Et pour répondre à Benjamin, c'est pas très compliqué à prendre en main au final. Clairement, on passe quelques jours à manipuler et on sait
on sait le faire fonctionner. Il y a beaucoup de vannes, faut juste un peu de logique et puis après ça s'apprend assez vite. Hein. Mais je dirais que n'importe qui, un minimum consciencieux, pourrait prendre ça en main en faisant un stage de 2 semaines à fond ici. Il n'y aurait pas de souci. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois d'autres questions. D'où viennent les matières premières? Alors, juste là, pour finir sur la partie électrique, mais nous on a 240 kilowatts. Voilà. Alors en réalité, on arrive à le faire fonctionner avec 120 kilowatts, mais comme on voit grand, on a déjà calibré plus. Mais quand vous êtes à 120 kilowatts, en fait, vous êtes déjà aux limites du tarif jaune, je crois, chez EDF, chez Enedis. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Voilà. Mais ouais, 120 kilowatts, juste l'alambic, ça doit être 40 kilowatts, mais la chaudière derrière, elle fait 120 kilowatts. Voilà. Du coup, les matières premières. Ouais, alors une question sur l'origine des matières premières. Bon, en fait, on essaye au maximum de travailler sur des matières premières, enfin, locales ou quasi locales. Donc sur le whisky, on est sur du malt d'Occitanie. Toutes nos productions, hormis gin, sont bio. Parce que, bon, on verra peut-être plus tard, mais les certifications bio c'est un petit peu un casse-tête également pour y arriver. Et c'est vrai que plus on rajoute de produits, typiquement dans le gin, il peut y avoir pas mal de botanique, plus ça devient complexe. Mais sur tout ce qui est produits plus simples en termes de matières premières, type whisky, rhum, on est en production bio, ou café. Donc le malt vient d'Occitanie, le rhum, la mélasse, pardon, vient d'Asie du Sud-Est. Forcément, elle vient pas de France métropolitaine. Et en fonction et le gin au niveau des différentes composants botaniques, ça vient, je sais plus, ça vient de Bulgarie. Alors, les épices, là, c'est très variable. C'est vraiment varié. Ça peut venir d'Albanie, de Macédoine, qu'est-ce qu'on a? Enfin, on a du Maroc, ça on a dépend des agrumes français, des agrumes italiens. Donc ça, c'est très variable. Et après, c'est peut-être un peu iconoclaste ce que je vais dire, mais c'est moi, je fais vraiment pas de fixette sur l'origine des produits. Par exemple, on développe une liqueur de café, alors qu'on peut vous montrer là. Donc le café est torréfié à Bordeaux. On a une idée précise du résultat qu'on veut obtenir, du goût qu'on veut du café. Et au final, c'est un assemblage de cafés de diverses origines. Et au final, si vous prenez le dernier batch ou le batch précédent de cette même liqueur de café, vous allez vous y retrouver au niveau du goût. Néanmoins, pour y parvenir, sur le premier, on aura peut-être du café qui vient du Rwanda, d'Éthiopie, de Colombie, du Brésil, et le batch suivant, on aura peut-être moins de Guatemala, plus de Colombie, plus d'Éthiopie. Voilà, sachant que l'idée, c'est plus le résultat qu'on obtient avec la liqueur, plus que forcément faire trop une fixation sur l'origine du café. De même que finalement, quand on parle de matière organique, du genièvre, de la coriandre sur du gin, c'est encore plus flagrant sur les agrumes parce qu'on utilise des agrumes frais. On n'a finalement pas de certitude que l'extraction va être identique cette semaine que le batch qu'on a fait en décembre. Parce que le climat n'est pas le même, parce que les conditions sont pas les mêmes, parce que même un produit qui vient du même endroit va peut-être pas donner les mêmes résultats. Du coup, moi j'ai plus ce focus sur où est-ce qu'on arrive, la finalité. Voilà. Je sais pas si ça répond aux questions, mais quel est ton... alors, on a travaillé sur les torréfactants, on a travaillé avec Café Pia et l'Alchimiste à Bordeaux.
voilà. Et dernièrement, on est comme on est en train de switcher la liqueur. Alors, elle est pas étiquetée bio aujourd'hui parce que c'est un peu galère avec les certificateurs pour être dans les règles. Parce ils demandent des papiers, mais elle est bio. Mais depuis qu'on est passé en bio, là, on travaille essentiellement avec Café Pia, qui est en plein centre de Bordeaux. Voilà, avec Pierre Guérin, qu'on salue, s'il nous écoute. Voilà. Voilà. On peut peut-être parler des produits, du coup. Ouais. Donc, depuis maintenant 2 ans qu'on est opérationnel, même si l'alambic a été vraiment opérationnel fin d'année dernière. On a sorti quand même quelques produits. Au tout début, surtout des produits de macération, pour un petit peu prendre notre mal en patience. Donc Fred a présenté la liqueur de café Cold Brew. Je laisserai, là ça rince un petit peu, je laisserai parler un petit peu de la méthode de prod. On a sorti 2 jeans, même si le premier était un petit peu plus anecdotique, on va dire. Non, putain, c'est compliqué. Voilà. Et enfin, un bitter aromatique, qui a été le premier produit à sortir, en fait, Bitter French. Je pense que tu n'auras pas, je le ferai. Et donc, on va parler rapidement un petit peu de la méthode de fabrication, en commençant peut-être par la liqueur. Ouais, peut-être juste un peu pour contextualiser. Du coup, on a passé 2 ans à parvenir à faire fonctionner la machine qui est derrière nous. Mais néanmoins, au-delà du chantier et tout, on a quand même voulu développer avant cela des produits. Et du coup, la réflexion a été de qu'est-ce qu'on pouvait développer qui ne nécessite pas d'un alambic et de distiller. C'est comme ça que le premier produit qu'on a fait, c'est un bitter. Ça permettait de faire quelque chose d'assez original. Quelque chose d'assez original qui se fait pas beaucoup en France finalement. Mais comme je disais, on est passionné de cocktails et du coup, avoir un bitter dans notre arsenal, c'était l'occasion parfaite pour le développer. Donc, on a fait ça du coup dès le mois de mai 2018. On a développé le bitter et une fois qu'on a fait le bitter, on a voulu lancer un autre produit et c'est là que j'ai travaillé sur la liqueur de café. Où là, pareil, pas de besoin de distillation, simplement 4 ingrédients, de l'alcool, du coup qu'on achète, de l'alcool neutre, du café, du sucre et de l'eau. Voilà, du coup, il y a eu pas mal de R&D sur le café, les bons assemblages, les bonnes origines, les bonnes torréfactions, les bonnes moutures, les bonnes températures d'extraction. Et au final, on a réussi à fin 2018 à sortir du coup la liqueur de café, qui a la spécificité d'être, en fait, s'inspirer du café cold brew, donc le café brassé à froid. 2 avantages alors déjà, quand je faisais ma R&D, c'était l'été, et j'en buvais pas mal. J'aime beaucoup ça et en fait, l'idée dans le cold brew, c'est que quand vous faites une extraction à froid du café, vous n'allez pas tirer d'amertume ou beaucoup moins d'acidité. Et comme je cherchais à faire une liqueur très gourmande, c'était la méthode d'extraction idéale. Du coup, on a travaillé là-dessus. Voilà. Du coup, qui dit liqueur, alors par rapport à un café cold brew qu'on peut prendre chez son torréfacteur, on met du sucre, voilà, c'est édulcoré. Et pour cela, spécificité de ce produit, c'est que je voulais pas que le sucre serve qu'à édulcorer le produit, mais je voulais qu'il apporte aussi une plus grande complexité aromatique. Et du coup, j'ai travaillé là, pareil, sur un assemblage de différents sucres non raffinés, des sucres bio, blonds, type muscovado aussi, pour aller chercher des notes plus de caramel, plus de réglisse aussi, et faire en sorte que, au-delà déjà de l'extraction de café que j'avais fait, où je cherchais des notes de cacao et d'amande, rajouter cette couche avec le sucre de plus de réglisse et de caramel.
Voilà, du coup, le produit a été développé comme ça. Il est assez intense en café. Voilà. Il plaît beaucoup. Il plaît beaucoup, ouais. Du coup, enfin, c'est un produit que finalement on est très fiers. J'avoue, des fois, j'oublie même la genèse un peu du truc, mais quand on voit les retours qu'on a, c'est très cool. Et peut-être finir juste sur le sucre, ouais, c'est assez peu, c'est sucré, donc parce que une liqueur c'est minimum 100 grammes de sucre par litre. Et là, ce que je cherchais, c'était assez sucré pour que vous puissiez l'apprécier en l'état ou sur glace, mais pas trop sucré pour que quand ça part dans des bars à cocktails, le barman puisse le travailler comme il le souhaite. Et on est à peu près, on a un peu moins de 200 grammes par litre. Voilà, sur ce produit. Si vous prenez des grosses références dans le secteur, je pense qu'on n'est pas loin des 400 grammes par litre. Si vous prenez un Kahlua ou quoi, donc on est 2 fois moins, je dirais. Voilà. Donc ça reste sucré, mais on est quand même assez sec pour le cocktail, je dirais. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou quoi. Donc taux de sucre, j'ai répondu. Sucre inverti. Donc sucre non raffiné. Voilà. Effectivement, pour les espresso martini, cocktail, on va dire ultra populaire outre-Manche, c'est pas forcément pour ça qu'on l'a développé, mais voilà, en fait, il s'avère que on a des super retours sur des établissements vraiment de renom qui travaillent nos produits dans ces cocktails, et c'est vrai que c'est une super nouvelle. Ça se marie très bien avec le whisky, bourbon, ou rye, ou mezcal également. Voilà. On a des super retours sur ce type de cocktail. Voilà. Et pour répondre à la continuité, c'est ce que je disais, c'est que finalement le café et tout, mais globalement tout ce qui est organique varie, et du coup c'est là qu'on fait un travail très cool avec Café Pia, c'est que via la torréfaction, via le sourcing du café, et peu importe d'où il vient, mais après il y a quand même des constantes. Hein. Je vous rassure, ça change pas du tout au tout d'un batch à l'autre, mais c'est au travers de la torréfaction en fait, notamment qu'on va pouvoir guider le café vers le goût qu'on souhaite, et aussi après c'est dans le travail d'extraction, voilà. Mais après moi c'est aussi ça que je trouve joli dans l'aventure craft, c'est de pas non plus avoir la prétention que chaque bouteille sera exactement la même que celle d'il y a 6 mois. Voilà, parce que tout simplement il n'y a pas les volumes. Enfin, d'ailleurs on s'amuse à écrire le nombre de bouteilles qu'on a fait par lot, voilà, et puis ça tourne généralement à 300-400 bouteilles. Quand vous avez des volumes comme ça, vous pouvez pas prétendre que comme le ferait, je sais pas, un Jack Daniels qui manipule des milliers de fûts, voire même des centaines de milliers, peut arriver à cet équilibre en permanence, à avoir toujours le même goût. Là, la beauté finalement dans le craft, c'est d'accepter que on ne maîtrise pas tout, mais néanmoins essayer de guider tout ça vers le produit souhaité. Pour répondre à la question de Guillaume sur la recette de l'expresso martini, on va dire que c'est un tiers vodka, un tiers liqueur de café, un tiers expresso au shaker. On peut rajouter du sirop de sucre en fonction ça dépend si les gens aiment leur café sucré ou non. Donc c'est un cocktail assez simple à faire, même chez soi, et qui va prendre, je pense, en France, parce que ça monte en puissance autrement chez les États-Unis. Même si c'est pas nécessairement pour ça qu'on l'avait fait au départ. On va passer au gin peut-être. Ouais. Donc nos 2 références, même si on va vous expliquer un petit peu l'histoire. Le premier, en fait, qui est celui-ci qu'on a développé pendant l'été 2019 sur un alambic de 6 litres, tout petit. C'est 1/100 de celui qui est derrière nous. Donc ça a été, c'est un peu ma faute, qui ai poussé Fred à sortir des micro-batchs de
de ce gin pour commencer à se faire la main, parce qu'on savait que la grosse Bertha derrière devait arriver quelques mois plus tard. Donc ça a été développé à tout micro-batch. Ça a commencé, je crois, à 15 bouteilles pour finir à une centaine maximum. L'idée, c'était vraiment d'utiliser ce petit alambic pour se faire la main, développer certaines formules avant de switcher sur le gros. C'est un gin qui est, on va dire, beaucoup plus agrumé, beaucoup plus estival que celui qu'on a produit sur le gros, sur une production vraiment infime. Mais le nouveau bébé, c'est celui-là, qui donc lui a été distillé pour la première fois sur Karl C'est le 12 décembre. 12 décembre. Voilà. Ça fait quoi? Ça fait 5 mois en gros qu'on fait fonctionner. Le premier gin nous a du coup développé dans un alambic de 8 litres exactement. Voilà. L'idée c'était simplement de faire un gin qu'un goût de gin. Et après, moi, j'ai quand même un parti pris plutôt sur les gins. J'aime bien les gins qui tirent vers l'agrumes. Et du coup, je dois dire que je l'ai plutôt bien blindé d'agrumes. Ce qui fait qu'il est, on est très content parce qu'il est finalement très abordable. Il réconcilie pas mal de gens qui n'aiment pas le gin avec le gin. Parce que c'est finalement, c'est très simple à boire. Et voilà, mais derrière, quand on a fait le gin avec entre guillemets le vrai alambic derrière moi, on a voulu un peu, on reste quand même à l'écoute. On a discuté avec pas mal de barman, on avait des échanges et on sentait que aussi bien autant le côté agrume pouvait plaire à une certaine cible, il y avait une autre cible qui cherchait des choses plus sèches. Et du coup, on est parti à peu près sur la même base que le premier gin, mais là, j'ai voulu vraiment travailler en London Dry. Parce que je précise, le premier, c'est un distill gin, c'est-à-dire j'ai distillé toutes mes botaniques, enfin toutes mes plantes aromatiques et tout individuellement, et j'ai fait des assemblages derrière. Voilà. Alors que sur le deuxième, le Bacallan Dry, là, on a fait un type London Dry, c'est-à-dire qu'on a tout mis dans toutes les épices d'un coup dans le pot et dans le panier botanique, et en une passe, on infuse notre alcool. Voilà. Et là, l'idée, c'était d'avoir quelque chose de plus sec, vraiment plus dans la tradition London Dry classique. Et voilà, avec notamment, il y a l'ajout de réglisse et tout. Mais ça reste des gins assez simples. L'idée, c'était qu'il y ait des charges, faire un gin qui a un goût de gin, pas s'emballer sur des choses, je sais pas, enfin, aller dans des trucs trop funky direct. Montre les différentes. Il n'y a pas finalement tant que ça d'ingrédients. On est genièvre, coriandre, agrumes. La base, c'est ça, c'est genièvre et coriandre. C'est le binôme. Après, on a des agrumes frais. Alors là, ça c'est de l'orange. Là, c'est pour de la R&D. Là, c'est plus trop la saison. Du coup, je le conserve dans l'alcool. Et après, on a de l'angélique et du réglisse. Et de la réglisse, ouais. Donc voilà, donc il y a pas, on va pas clamer qu'on a 150 ingrédients, ni qu'on a un ingrédient un peu waouh qui dénote ou quoi. Derrière le projet, il y avait aussi cette idée de pas non plus tomber dans les gimmicks. On est à Bordeaux, on va faire un truc avec du raisin. Voilà, on voulait éviter ça et simplement, ok, on fait notre premier gin, faisons déjà, montrons qu'on est capable de faire un gin qui a un goût de gin. Et on est plutôt satisfait du résultat. Et puis on a de bons retours. Donc voilà. Alors ça n'exclut pas que on a d'autres idées un peu plus atypiques. Une question très technique de notre ami Yves. Ouais. Deuxième batch en London Dry, l'avez-vous récupéré comme distillant? Oui. Oui. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais oui. On charge l'alambic avec de l'alcool neutre à peu près à 40% pour le coup. Et là, le simple fait de passer par le pot et le panier botanique, on dépasse les 70%. Ouais. Là-dessus, non, c'est plutôt robuste l'alambic.
Donc là-dessus, il y a voilà, donc London Dry, voilà, donc tout distillé en même temps. On garde que les cœurs également. Voilà, ah oui, autre spécificité, c'est que il est coutume de recycler les têtes et queues de la distillation précédente dans le batch suivant. Là, le parti pris a été de ne prendre que les cœurs. Voilà, d'être en mode on prend le meilleur, on ne redistille jamais les têtes et queues. Par contre, ces têtes et queues, on les destine à d'autres projets. Plus en mode sur de la R&D, on a des idées en mode un peu no waste, comment revaloriser tout ça. Et voilà, donc ça c'est des travaux en cours. Mais sur le back and dry, là l'idée c'était ok, voilà, on est conscient qu'on propose un gin qui est classique, bien fait mais classique. C'est craft, donc c'est forcément c'est pas les mêmes coûts. Et du coup, il y avait aussi cette idée, mais pour justifier aussi, c'est on vous donne vraiment que le cœur et voilà. Est-ce qu'il y avait quel degré-t-il de connaître? Donc ça, c'est forcément, on va dire, les produits commercialisés. Petite note, toute notre gamme est disponible chez Free Spirit, l'ami Guillaume Beauté, que je vois très actif sur ce chat. Maintenant, comme l'a dit Fred en préambule, il y aura d'autres produits et probablement d'autres jeans aussi et d'autres produits en développement d'ici les quelques trimestres. Le gros projet central, ça reste quand même le whisky. Et donc, c'est là-dessus que ça concentre, on va dire, tous nos investissements et tous nos efforts à l'heure actuelle. Donc là, on a distillé aujourd'hui, on distillera demain. On a un programme assez punchy pour finir l'année en termes d'enfûtage. Et on a hâte de voir comment ce jus évolue, on va dire. Pas sûr de comprendre la question. On a une question de Sabine. En fait, il y a une passe. Voilà, je charge, je distille. Est-ce que je récupère alors, titre entre 70 et 80, là, j'ai plus les chiffres exacts. On a fait 4 distillations. Et derrière la distillation, il y a la dernière étape, c'est simplement réduire. Et on le fait très lentement, mais il n'y a pas de redistillation, il n'y a pas d'ajout non, il n'y a aucun arôme, il n'y a aucun colorant. Voilà, l'idée, c'est, on va dire, c'est d'être le plus brut possible, d'altérer le moins, voire pas du tout en fait les produits. Voilà, donc pour répondre à Stéphane, il y a rien qu'à ajouter, si ce n'est de l'eau. Voilà. Pas de double distillation, non. Donc ouais, pas de double distillation. Et alors par contre sur tout ce qui est fermentaire, donc type comme le rye qu'on a fait aujourd'hui sur du rhum, là soit on passe par le pot uniquement et on va redistiller, on va faire une double voire une triple distillation. Donc ça c'est des choses que je testerai peut-être à l'avenir, mais sinon on utilise la colonne qui est ici. Il y a 6 plateaux qu'on peut ouvrir ou fermer, et le fait de passer par la colonne quand on distille le rye comme on l'a fait aujourd'hui permet d'éviter de redistiller. Voilà, en gros, chaque plateau va faire comme une distillation supplémentaire. Ce qui fait qu'en partant d'un mou, là sur le seigle, on était peut-être à 7-8% d'alcool, d'une bière à 7-8%. Au final, je recueille dans mes cuves quelque chose qui est déjà à plus de 70. Donc, vous voyez, en une seule passe. Si on l'avait fait en passant que par le pot, là, on serait peut-être plus proche des 30% ou quelque chose comme ça. Il faut nécessairement redistiller dans ce cas. Voilà, là. Pas de double distillation. Alors,
Merci pour le commentaire, Yves. Merci. Et très bonne liqueur de café aussi. Voilà. Donc, pour comparer, ouais, juste petite dédicace. Nous, on a une liqueur de café, donc plutôt, on est un peu en dessous des 200 grammes par litre. Donc, je considère que c'est assez sucré pour être apprécié comme ça, pas trop pour qu'un barman. Mais on a Yves là qui est dans les commentaires. Lui, je crois qu'il est plus proche des 100 grammes par litre sur son extra dry. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts en matière de liqueur de café. Puis c'est cool que ça se développe. Puis voilà, nous, je sais pas si je l'ai dit, on part d'une base d'alcool neutre, là où d'autres partent sur une base de rhum, comme le fait Yves par exemple. Vous avez comment en termes de production pour élaborer vos gammes? En ce moment, la production, c'est un peu compliqué avec la situation sanitaire actuelle. Ce qui nous prend beaucoup de temps, c'est le whisky, parce que forcément, les volumes sont beaucoup plus faibles en termes d'alcool sorti. Et en général, on essaye de faire du whisky autant qu'on peut et de faire des alcools plus faciles à faire, type gin ou liqueur en parallèle, quand on a vraiment de la demande. C'est-à-dire qu'on prend un peu d'avance, faire quelques centaines de litres en quelques jours, et après, on peut se reconcentrer sur le whisky. Je vais faire juste un petit son en arrière. Donc, il y a l'alcool neutre, il titre à 96 degrés. Voilà, de toute façon, légalement, pour le gin, faut partir de là. Sur les cafés, est-ce qu'on cherche des cafés assez acides, amers? Quels sont les critères? Ce que je disais, moi, je voulais quelque chose d'assez gourmand, donc c'est plutôt, je cherche des cafés, notamment tout ce qui est Colombie, Brésil, ce genre de choses, qui vont plus tirer sur le côté cacao et amande. Voilà, donc et puis en plus, via le cold brew, en fait, tout ce qui est acidité, amertume, ça transparaît pas. Avez-vous ajouté quelques... Non, alors... c'est ce que je disais. Hop. Alors, donc Josh qui demandait qu'est-ce qu'on fait avec tout le backset, toute l'eau qui reste dans l'alambic. Alors, sur le gin, tout ça est récupéré dans des IBC, là, les gros cubis de 1000 litres. Et pareil sur le gin, déjà, ça. Sur le rhum, alors... on va séparer. Sur le gin, on met ça dans des IBC. Il y a une partie, tout ce qui est drèche aussi, sur le rail, pareil dans des IBC. Et après, on a une société qui récupère les IBC pour les dépolluer. Sur le rhum, alors c'est pas fait encore, mais moi l'idée c'est donc soit on fait le même process, soit moi j'ai dans l'idée de faire ce qu'on appelle le dunder. C'est-à-dire on va récupérer une partie des vinasses qui va nous permettre de lancer la fermentation suivante. Donc pour aller chercher vraiment des rhums très aromatiques. Voilà, donc ça c'est pas encore lancé, mais j'ai déjà une partie des vinasses du précédent batch que je compte dédier à ça. Voilà, et après sur le rail aussi, l'idée c'est là on a des brasseurs juste à côté. Qui refourguent toutes leurs drèches à des agriculteurs du coin qui nourrissent leurs bêtes avec. Et voilà. Et nous, on est en train de discuter justement avec eux pour faire la même chose. Mais sinon, ça part en dépollution. Voilà. De manière générale, c'est l'ADN central du projet, c'est d'avoir une distillerie où les produits, où le process, c'est transparent. On avait lancé au tout début un espèce de motto qui était no gimmicks, no shortcuts, no bullshit, qui en gros veut dire pas de raccourci sur la qualité, c'est-à-dire que quand un gin met 2 mois à être fait, on va pas le faire en 3 semaines ou en 2 semaines. On garde ça, on le fait exprès justement de respecter. Donc pas de raccourci production pour pas d'arôme, pour des impératifs économiques, pour le dire clairement. Pas de gimmick non plus, donc vous trouverez pas de paillettes d'or ni quoi que ce soit dans nos produits. Il y a suffisamment de cuivre derrière nous rutilant, on n'a pas besoin d'en rajouter. Je pense que ça suffit. Et c'était quoi le dernier? Et no bullshit, vraiment voilà. On vous dit tel que c'est. On vous dit tout. L'idée c'est vraiment d'être transparent et de pas
de pas enjoliver la réalité. Donc, un site de prod, il y en a un petit peu partout. Ça transpire, il y a de la sueur, mais au final, voilà. J'ai des bottes là. Voilà. Il a des bottes, j'en ai pas. Mais voilà, vraiment montrer ce qu'on fait dans son jus et mettre en avant le savoir-faire de Fred. Et en espérant que notre projet vous plaise et que nos produits vous séduisent. Voilà. Est-ce que vous avez… Voilà, alors juste aussi par rapport à la prod, l'organisation, donc là, je vous montrer, alors peut-être je vous remonte, mais il y a une espèce de domino là-haut, là. Hop, juste hop, ici, qui me permet de choisir quel circuit je vais emprunter dans l'alambic. Donc en termes d'organisation, ça signifie que quand j'ai setup mon alambic d'une certaine manière, l'idée c'est de faire le même type de produit pendant X jours ou X semaines. Là, s'il n'y avait pas le confinement, quoi, on ferait, en gros, on ferait du rail tous les jours. Et puis une fois qu'on a fait notre cycle, on va, par exemple, changer le réglage là-haut. Et là, je ne ferai, mettons, que du jean pendant une semaine. L'avantage aussi, ce qu'on a, c'est qu'on a des cuves derrière qui nous permettent de bien séparer les types de production. Donc, ça rentre aussi en jeu dans le côté rationnel de l'organisation. Et après, tout ce qui n'est pas distillé, mettons liqueur de café, bitter, tout ça, on peut le produire tout simplement en parallèle. Quand ça distille, on n'est pas non plus les yeux rivés sur les thermomètres et sur tout ce qui se passe. On peut faire d'autres choses. Voilà. Donc, on peut faire notamment du café ou des bitters ou de la R&D. Ouais, beaucoup de R&D. Donc, à terme, on espère pouvoir recevoir notre public pour nous visiter, nous rendre visite, pardon, dans les mois qui viennent. Avec idéalement aussi très prochainement un bar dans la distillerie, donc pouvoir découvrir nos créations et nos produits. Donc on espère, pour ceux qui sont dans le coin, mais pas que, nous rendre visite au plus vite, dès que la situation se sera un petit peu calmée. On est situé à Bordeaux, quartier nord, Bacalan, donc accessible en tramway, juste en face de nos amis brasseurs Azimut. C'est la zone industrielle de Bordeaux Nord. Mais voilà, 10-15 minutes du centre-ville en transport en commun. Ouais, c'est à 4 stations de la Cité du Vin. Donc c'est vraiment, je ne sais pas si vous connaissez Bordeaux pour situer, mais on sort du tram et on y est, quoi. Ça, c'est cool. Petite mention pour Guillaume au sujet de l'or. Quand je dis paillettes d'or, c'est dans la bouteille. Qui dit craft ne veut pas forcément dire que l'esthétique n'est pas importante. L'esthétique, pour moi, est importante. Mais le no gimmicks s'appliquait aux paillettes d'or dans la bouteille, pas sur l'étiquette. Merci voilà. Guillaume. C'est comme on a fait un gin qui est classique parce qu'on pourrait faire un gin avec, je sais pas, prétendre qu'il y a des larmes de licorne dedans, faire une recette, je sais pas, avec du foie gras ou pour dire qu'on est du sud-ouest ou quoi. Mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est simplement faire un produit qui est cohérent. Qui a le goût de ce qu'on promet et voilà, faire plutôt une approche plus minimaliste et moins dans les paillettes et le m'as-tu vu. Voilà. Un partenariat pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Je sais pas, mais il y avait une question sur les plateaux plus techniques. Alors, on a 6 plateaux, donc même tous fermés, évidemment, quand je fais mon rail, il sort, il est rectifié, mais il a un bon goût de céréales derrière. Quand on a fait le rhum, même avec 6 plateaux, je trouve le premier lot qu'on a fait il y a juste avant le confinement, je trouve qu'il est même avec les 6 plateaux, je trouve qu'il est trop riche et je prévois probablement de le redistiller. Donc avec les plateaux, on enlève des choses, mais pas tout. Voilà. Et si je redistillais mes têtes et queues avec, je n'obtiendrai pas de la vodka derrière non plus. Donc il y aura toujours quelque chose. Et puis c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Voilà. Sinon on ferait une méga colonne, ce serait beaucoup plus industriel et on ferait de l'alcool neutre. Voilà. J'invite tous les
Je vous invite de toute façon à nous suivre sur les réseaux sociaux. En général, on essaie de poster assez fréquemment sur la prod en tant que telle, mais aussi les nouveaux produits et les petits produits, les petits lots qui risquent de sortir. Donc, suivez-nous parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses super intéressantes qui vont arriver dans les mois, trimestres qui viennent dès qu'on peut repartir à plein temps, on va dire. D'où vient la mélasse, Guillaume? Laos. Donc, mélasse bio qui vient du Laos, mais voilà, il n'y a rien d'arrêté là-dessus aussi. Voilà. Là, on avait une opportunité là-dessus, on l'a pris. Voilà. Est-ce que, ouais, on arrive sur la fin. Ah, je sais pas si on... Non, on n'entend pas. Vous entendez? Hop là. Non, nous, c'est bon. Vous nous entendez, ouais? C'est Lost, le host qu'on n'entend pas. Bon, moi, je l'entends. C'est normal, j'avais pas déverrouillé mon micro. Et ouais, on ne maîtrise pas techniquement tout encore. C'est travail artisanal. Mais si, c'est très bien. Comme vous. Merci pour cette masterclass très intéressante. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. On te demande de parler de plus précisément de la composition du bitter et de quel type de bitter ça se rapproche ou avec quel cocktail ça s'harmonise le mieux. Alors, le bitter que voici. Tac. Donc, premier bitter, je travaille sur d'autres recettes, mais sur celui-ci, c'était l'objectif, c'était de faire un bitter aromatique. Mais pas non plus faire un angostura bis ou quoi, de faire vraiment quelque chose de singulier. La base, il y a de la gentiane notamment, il y a du rooibos, il y a des feuilles de vigne, il y a du marc de raisin, pas bordelais pour le coup. Il y a quoi? Il y a de la cardamome, de la cannelle, du thym, du romarin, il y a un paquet de choses. Et juste pour la blague, c'était le tout premier produit, j'ai mis 33 épices en fait. Voilà, pour m'intégrer à la région. Savoir qu'à l'époque, les Parisiens n'étaient pas forcément les bienvenus sur Bordeaux, mais voilà, c'était pour se faire pardonner. Il y en a beaucoup qui sont venus s'installer quand même. Il y en a quelques-uns depuis, ouais. Je ne croise que ça. Mais ouais, le bitter, il est assez riche finalement en épices. Et l'idée, c'est de donner une alternative au bitter aromatique, mais que ça reste assez singulier. Voilà. Puis moi, je trouve qu'il y a le réglisse qui me dénote pas mal aussi dedans. Base d'alcool, voilà. Alcool neutre. Et voilà, base d'alcool neutre à 96 que je réduis au préalable. Et après, je fais mes macérations et je réduis aussi pendant la macération. Il faut savoir que selon le degré alcoolique, on ne va pas extraire exactement les mêmes choses. Et puis, pour donner un petit détail aussi de prod, je mets mes épices dans différents sachets, ce qui fait que je peux jouer un peu comme retirer un sachet de thé quand telle épice j'estime qu'elle est devenue trop omniprésente. Je peux retirer de manière, alors pas individuelle, je fais par lot, j'ai ma petite organisation. Et à la manière d'une console de son, un equalizer où on peut monter les graves, les aigus ou quoi, l'idée c'est la même chose. Je peux retirer ou remettre plus d'épices pendant la prod. Super. Bon, écoute, on va clôturer cette super masterclass. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous tous. On a un peu de ménage à faire. On va s'y remettre. Voilà. Il y a encore du taf. Voilà. Sur le fil des questions, je pense que vous avez répondu quasiment à tout, mais je vous invite à aller jeter un petit œil après pour répondre aux gens qui souhaiteraient poser des questions. Il y en aura peut-être après qu'on ait coupé le live. Encore une fois, merci d'avoir participé.